Plus qu'un métier. Bonjour à tous et bienvenue dans le 6e épisode du podcast Plus qu'un métier. Podcast qui part à la rencontre des acteurs du département des Yvelines. Aujourd'hui, on vient vous parler de données. Mieux négocier les achats publics, détecter les zones urbaines dites passoires énergétiques ou encore repérer les entreprises qui vont prochainement recruter et les signaler aux demandeurs d'emploi concernés, l'usage de la data est aujourd'hui au cœur de la transformation numérique des grandes entreprises. Et c'est l'un des leviers de la modernisation de l'action publique. Le département des Yvelines n'échappe pas à cette tendance de fond, bien au contraire. Pour nous en parler, je rencontre aujourd'hui Jean-Christophe Rigal, directeur données et prospectives, qui vient nous expliquer comment on peut faire parler la donnée au service des politiques publiques de demain. Plus qu'un métier. Bonjour Jean-Christophe, peux-tu te présenter s'il te plaît ? Bonjour, je suis Jean-Christophe Rigal, je suis directeur données et prospectives au sein du département des Yvelines. J'ai suivi une formation en géographie et en aménagement du territoire. Voilà, j'ai à peu près, maintenant ça va faire 25 ans, pas loin que je travaille au développement des territoires et j'ai rejoint le département des Yvelines en mars 2017. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie données et prospectives ? Alors, données et prospectives. Données, ça représente les informations en fait, qui nous sont nécessaires pour simplement connaître une situation, une évolution, une tendance, sur un sujet donné. Donc cette donnée, souvent on pense à des données statistiques, mais elle peut être aussi une information de terrain, une donnée qualitative. Donc ça recouvre des réalités assez diverses. Dans tous les cas, ces données, elles vont servir à des analyses. La prospective, c'est une démarche. L'idée, c'est de partir de la connaissance d'une situation existante. Ça peut être lié à des usagers du département ou des territoires du département et essayer d'imaginer leur devenir un horizon qui peut être plus ou moins lointain. On va essayer d'identifier des facteurs, des éléments qui vont venir influencer cette évolution et puis on va faire des choix pour bâtir des scénarios pour envisager cet avenir. Donc la démarche prospective, c'est quand même quelque chose de complexe et qui nécessite d'être vraiment dans une démarche collective. Donc, par exemple, la direction données prospectives, bien évidemment, on ne fait pas ça tout seul. Pourquoi une direction comme celle-ci ? Elle a été créée par la volonté du directeur général des services. L'idée, c'était vraiment d'essayer de rassembler au sein d'une même direction toutes les personnes, les compétences, les expertises qui étaient existantes autour de l'analyse et du traitement des données. Donc c'est vraiment ça le point de départ. Alors j'ai souvent coutume de dire que la direction données et prospectives, elle a quand même 2 ADN. Le premier ADN, c'est vraiment les données, l'exploitation des données. Et l'autre ADN, ce sont les territoires. Donc connaître nos territoires, parce que c'est finalement le terreau sur lequel on mène les politiques départementales. C'est améliorer les conditions de vie des habitants, mais c'est aussi des politiques qui s'inscrivent dans des territoires. Et donc c'est important de les connaître, ces territoires, parce que dans les Yvelines, on a des territoires très très variés. Donc on ne conduit pas la politique de la même façon selon les territoires. Jean-Christophe, cette direction, c'est combien de personnes ? Alors, la direction données prospectives, elle est composée d'une équipe de 24 personnes qui sont réparties dans 2 entités. La première entité, c'est l'atelier de la donnée qui réunit en fait 2 services. Un service analyse et statistique et le service SIG, système d'information géographique. L'atelier de la donnée réunit 16 collaborateurs. Et puis l'autre entité dans ma direction, c'est le service des études territoriales, qui regroupe essentiellement des chargés d'études et qui est composé de 6 personnes. La création d'une direction dédiée à la donnée, c'est un peu inédit pour une collectivité publique, ou pas ? Oui et non. En fait, les collectivités elles travaillent depuis longtemps sur ces données. C'est vrai qu'il y a un mouvement qui est assez récent, enfin plus récent en tout cas qu'auprès des entreprises, dans l'exploitation des données internes. Il y a une forme de prise de conscience comme pour les entreprises, que finalement, le big data, entre guillemets, on a aussi un big data au sein du département, c'est nos usagers, nos politiques, nos projets, nos financements, et qu'on a tout intérêt à essayer de les exploiter pour essayer d'adapter nos politiques publiques et les rendre plus efficaces. C'est récent dans une montée en puissance, dans peut-être une organisation qui est peut-être plus lisible, mais c'est quand même des sujets qui sont quand même assez anciens, finalement, en collectivité. Et donc pour toi, qu'est-ce qui est novateur dans la création de cette direction ? À mon sens, ce qui est novateur, il y a 2 choses. Ça a été la création de l'atelier de la donnée, et d'autre part, d'y greffer et d'y associer le service des études territoriales. Ça a ouvert en fait un nouveau champ pour répondre à des questions. Parfois, c'était difficile de trouver justement des réponses, des questions qui peuvent paraître simples. Où sont nos bénéficiaires du RSA ? Combien nous en avons dans les quartiers politiques de la ville ? Est-ce que nos publics peuvent avoir un accès facile à nos sites d'accueil ? Combien de temps ils mettent pour aller sur nos sites d'accueil ? Enfin, voilà, toutes ces questions. La création de la direction a permis d'être mieux outillés pour pouvoir y répondre. En quoi les données
peuvent-elles servir les politiques publiques? À quoi servent-elles ces données finalement? C'est en fait une ressource pour nos directions et nos politiques. Elles peuvent permettre déjà de mieux connaître, suivre une activité, son flux d'activité, essayer de piloter aussi son activité, parce que ça peut permettre de bâtir des indicateurs, donc ça peut permettre de savoir quelle est l'adéquation, par exemple, entre les moyens et puis l'activité, par exemple, ou les besoins et puis les moyens qu'on y met. Donc il y a tout cet aspect d'objectivation, de pilotage des activités, voire même d'évaluation, qui est un peu l'étape ultime, je dirais, en termes de travaux et de réflexion sur nos politiques. Donc ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, là je reviens plus sur la dimension territoriale des activités de ma direction. Les données, elles vont permettre de connaître les territoires, c'est-à-dire comment évolue le peuplement, quelles sont ses caractéristiques, quelle est la nature du développement économique. Donc tous ces aspects-là, ce sont des aspects de connaissance que nous permettent d'objectiver les données, l'exploitation des données. On parle beaucoup des données, mais ces données, on a besoin de les mettre en contexte, et notamment sur l'aspect territorial, on a besoin aussi de connaître les enjeux de développement et d'aménagement du territoire du Grand Paris, les grandes infrastructures de transport, tous ces aspects qui sont extrêmement importants pour mieux comprendre et éclairer l'évolution de nos territoires. Voilà. Donc les données, elles servent à tout ça, à la fois à éclairer nos politiques et nos activités internes, comme à comprendre aussi la trajectoire de nos territoires. Et en conséquence, ensuite, d'anticiper les futurs besoins. En tout cas, d'essayer de les approcher du mieux possible, parce qu'on n'a pas une boule de cristal, donc la vie, elle ne se met pas en équation, mais c'est en tout cas d'essayer d'objectiver et d'améliorer cette connaissance des territoires et vraiment de sensibiliser aussi nos collègues des directions dans le fait qu'une politique départementale, elle est universelle, elle est conduite pour le département, mais elle ne va pas s'incarner, elle ne va pas forcément se mettre en œuvre tout à fait de la même façon selon les territoires qu'on est amené à traiter. Jean-Christophe, comment sont collectées ces données et quel type de données sont collectées? En fait, on a deux grands canaux pour les données. On a tout un champ très très important qu'on appelle, nous, les données internes. Donc, c'est les données qui sont issues des outils métiers. Les outils métiers, c'est les logiciels qu'utilisent les agents du département pour rentrer les informations sur les usagers, les bénéficiaires des actions du département. Donc ça, c'est vraiment tout un champ qui est très important parce qu'on a, pour vous donner une idée, sur le champ des solidarités, donc c'est toute l'action sociale du département, on a plus d'une trentaine d'outils métiers différents. Et donc mes équipes vont chercher l'information dans ces outils métiers pour pouvoir donc récolter l'information qui nous est nécessaire. Donc ça, c'est le premier grand canal. Et puis on a un deuxième canal qui porte sur des données qu'on appelle des données plutôt externes, c'est-à-dire des données qui sont fournies par des institutions, des organismes dont c'est le métier. Typiquement, par exemple, l'INSEE, l'URSSAF, la CAF, l'IGN pour les données géographiques. Donc ça, ce sont des données soit qu'on achète ou qui sont fournies, qui sont en open data, c'est-à-dire accessibles gratuitement. Et donc, on va télécharger ces informations. Donc là, par rapport à la question de comment on fait, c'est des informations qu'on va chercher et on va reconstituer en fait des fichiers, des bases de données qu'on va ensuite exploiter par rapport au projet ou au sujet qu'on est amené à travailler. Et ça représente quel volume de données? Alors ça, c'est la question à laquelle il me sera très très difficile de répondre parce qu'aujourd'hui, comme je le disais, on a beaucoup d'outils métiers, donc les informations sont réparties dans plein d'endroits. Mais ça représente des centaines de milliers d'informations. Donc après, selon, je sais pas, sur une année, on doit traiter des millions et des millions d'informations. Donc ça vous donne une idée, peut-être imparfaite un peu du volume. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un projet très important au département qui est la création d'un entrepôt de la donnée qui va nous permettre justement de remédier à cet émiettement des sources d'informations pour essayer de rassembler toutes les données dont on a besoin au même endroit, dans un entrepôt. Et donc là, ça sera aussi plus facile de savoir vraiment combien de données on a, d'arriver à les quantifier. Et c'est un projet très important pour nous parce que ça va nous permettre de franchir vraiment un cap dans nos activités en termes de facilité de traitement d'informations. Une fois que ces données sont récoltées, comment sont-elles analysées et par qui? Elles sont récoltées et analysées. On va dire qu'il y a deux grands profils, on va dire, dans ma direction. D'une part, les statisticiens, économètres et les géomaticiens. Donc eux, ils ont un travail très important de recueil de l'information, de fiabilisation, toilettage, parce que souvent l'information, elle n'est pas immédiatement exploitable en l'état, parce qu'elle peut y avoir des erreurs d'écriture, des choses à homogénéiser en fait pour permettre cette exploitation. Une fois que ce travail est fait, ils vont construire des indicateurs et donc des résultats, puis les analyser. Donc ça, c'est une première façon de faire et une première famille de métiers aussi. La deuxième famille, ce sont les chargés d'études territoriaux.
où là, leurs activités sont un peu différentes, enfin plutôt leur centre de gravité. Il va y avoir moins de travail en termes de recueil, parce que c'est beaucoup des informations externes sur lesquelles ils travaillent, donc des données qui sont déjà fiabilisées, organisées, j'allais dire bien toilettées, bien mises, bien préparées. Par contre, ils vont avoir un travail plus important de construction d'indicateurs et d'analyse, puisque les chargés d'études territoriaux vont être amenés à croiser des domaines entre la population, l'habitat, le développement économique. Et donc tout ça, ça va nécessiter un travail à la fois de croisement et d'analyse peut-être plus important, plus poussé que leurs collègues statisticiens et géomaticiens. Et qu'est-ce qu'on en fait finalement de ces données? Comment on les fait parler? Alors on les fait parler, alors c'est un peu, ça va paraître peut-être un peu moins concret, mais par l'analyse. Donc c'est vrai qu'il faut être en capacité d'arriver à les comprendre, ces données, et souvent on les comprend quand on les met en perspective avec un contexte, avec une politique, avec un territoire. Donc ça veut dire qu'il faut croiser finalement les choses, les résultats que l'on a avec tout un tas d'éléments de connaissances, métiers, qui sont nécessaires. Donc, ce qui implique d'ailleurs souvent que la direction données prospectives, elle ne travaille pas seule, elle travaille avec les directions de métiers, nos collègues, ou avec des partenaires extérieurs pour pouvoir bien éclairer en fait les résultats. Cette question soulève aussi le point ou l'aspect de l'appropriation en fait des résultats. Donc la valorisation et la culturation un petit peu à ces sujets de données. Donc là, c'est un aspect très important de l'activité de ma direction, c'est aussi de restituer les résultats sur des supports qui soient appropriables. Alors classiquement, ça peut être une étude, une note, un rapport, mais ça peut être, et c'est de plus en plus souvent d'ailleurs, des outils un peu nouveaux de data visualisation, c'est-à-dire des outils qui vont permettre à l'utilisateur, en fonction de certains tris ou de requêtes, de visualiser directement ou de mettre à jour des graphiques, des cartes par rapport à la requête qu'il aura établie. Donc ça, on en fait de plus en plus. Et puis pour revenir sur des sujets peut-être plus classiques, d'études ou de rapports qui sont écrits, on a au sein de l'équipe une chargée de création graphique qui nous maquette des supports, qui fait de l'infographie, tout ça pour donner envie de lire, parce qu'on a encore une activité où on écrit, mais on essaie d'écrire de façon synthétique et surtout de donner envie de lire des rapports, parce qu'on sait qu'on a des collègues ou des élus aussi qui ont peu de temps pour le faire. Et puis le dernier aspect, c'est en termes d'appropriation et de valorisation, c'est l'animation. Donc c'est la présentation aussi orale de nos études et de nos travaux. Et d'ailleurs, au sein du département, on anime un cycle de conférences qu'on appelle conférences projets et territoires, qui est ces conférences qui sont ouvertes à toutes les directions du département, mais qu'on utilise aussi, nous, pour présenter nos études et nos travaux. Est-ce que tu as un exemple d'une étude qui a été particulièrement importante au département? Alors, importante pour le département, en tout cas importante aussi pour notre direction. Oui, j'ai un exemple qui a mobilisé un petit peu ce champ un peu nouveau d'exploitation des données à travers la direction. Ça a été un travail un peu d'objectivation des lieux d'accueil en fait, du social, des solidarités, donc au sens large. Et donc l'idée, c'était déjà de savoir où étaient nos lieux d'accueil, où étaient nos bénéficiaires, et est-ce qu'ils étaient dans un accès aisé ou non par rapport à ces sites. Donc on a calculé tout un tas de ce qu'on appelle des isochrones, c'est-à-dire des temps d'accès pour chacun des bénéficiaires par rapport à ces lieux. Et l'idée, c'était de savoir ceux qui étaient vraiment dans une accessibilité très proche, à 5 ou 10 minutes à pied, et puis ceux qui étaient à l'extérieur. Ça nous a permis de voir s'il y avait des zones blanches, si je veux dire, c'est-à-dire des concentrations de public, usagers du département, qui étaient peut-être éloignés physiquement de ces lieux d'accueil, donc ça a alimenté cette réflexion. Et puis au-delà de ça, aussi de mettre au regard de ces résultats avec ce qu'on appelle la demande sociale un peu objective territoriale, c'est-à-dire en prenant ces données externes, d'essayer de mesurer quel était le besoin et de mettre ça en rapport avec l'activité qu'on avait dans les services et dans ces lieux d'accueil. Donc, c'est l'ensemble de ces sujets qui a mobilisé toutes les compétences de la direction, de statistiques, de SIG de géomatique et puis d'analyse territoriale. Comment elles naissent ces études? Est-ce que vous êtes mandaté pour les faire? Est-ce qu'elles découlent du terrain? Finalement, comment vous en arrivez à faire une étude sur un sujet? C'est une bonne question. Bien évidemment, elles naissent d'abord des besoins des directions de métier et de la direction générale, puisqu'on est, nous, une direction ressources, en fait, pour répondre à ces sujets. Donc, quand il y a un sujet qui peut être lié à un projet, à une action, une politique, on est mobilisé pour contribuer, en fait, à la réponse à ces questions. Donc, on est vraiment plutôt en réponse à un besoin. Non, mais il y a une partie des travaux aussi qu'on réalise nous-mêmes, on est un peu en autocommande, c'est tout ce qui touche au suivi des territoires. Parce que pour connaître les territoires, il faut les suivre. Et ça ne fait pas forcément l'objet d'une demande exprimée comme ça, en fait, par nos collègues.
Donc c'est notamment l'activité du service études et c'est sa mission que de suivre l'évolution des territoires dans tous les domaines, la population, l'économie, les déplacements, l'environnement. Donc c'est un travail de fond qui doit être conduit et qui donne lieu à la production d'études ou qu'on appelle des fois des observatoires. Donc des travaux un peu récurrents sur ces sujets. Jean-Christophe, la protection des données est un sujet d'actualité. Comment on procède au département ? On procède, de façon classique et on s'inscrit dans le cadre légal. Donc on a un règlement général de protection des données, le RGPD, auquel on se conforme. On est en lien étroit avec notre DPO, qui est en fait le référent sur ce RGPD au sein du département. Donc c'est avec ce référent qu'on va établir et tracer les exploitations de données qu'on est amené à faire. Donc tout ça est cadré de ce point de vue. Quel est le cadre légal d'ailleurs ? Juste rapidement, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, pas le faire ? En fait, on peut faire pas mal de choses. Le tout, c'est qu'on respecte la protection des données et le consentement des utilisateurs, donc de ceux qui auprès de qui on a pris ces informations. Donc, on travaille, nous, sur des données anonymisées, quand on est amené à traiter les données d'activité. On a un certain nombre de traitements que l'on peut faire. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on va faire avec notre référent DPO, c'est qu'on va définir l'exploitation et la finalité de l'exploitation des données que l'on va faire. Si on a un besoin nouveau, on doit définir ce nouveau process et notre DPO contrôlera qu'on est bien dans les clous par rapport au règlement en vigueur. L'autre aspect, c'est le stockage des données aussi, qui est important. Alors là, on est plutôt en lien avec la DSI, c'est-à-dire la direction des systèmes d'information chez nous, qui est une direction avec qui on travaille de façon très très étroite. C'est cette direction qui gère tout ce qui est l'infrastructure en fait informatique, le stockage, etc. Donc nous, on rentre pleinement dans le cadre qui est défini par la DSI de ce point de vue. On n'est pas un électron libre au sein de l'organisation du département sur ces sujets. Enfin, il y a un autre aspect dans l'usage des données, dans le cadre, c'est l'accès à un certain nombre de données. Il y a des sujets pour lesquels on a des accès qui sont définis, qui sont stricts, qui sont réduits. Je vais prendre un exemple, c'est les données de santé liées au PMI. Dans mon équipe, il n'y a que 2 personnes qui ont accès à ces informations, et 2 seulement. Voilà. Donc ça fait partie des règles, alors qui vont peut-être paraître banales aux personnes qui sont familières avec ces sujets, mais bien sûr qu'on applique de façon stricte aussi au département. Comment ta direction maîtrise-t-elle l'impact environnemental des données stockées ? Alors, d'abord, je dirais plutôt qu'elle participe à cet impact environnemental ou à la maîtrise de cet impact, puisqu'on s'intègre dans la politique qui est définie par le département, notamment par la direction des systèmes d'information, pour ce qui est par exemple du stockage des données. Après, bien évidemment, ce qu'on essaie de faire, c'est d'utiliser la bonne donnée et uniquement la bonne donnée, la donnée dont on a besoin. Donc de ne pas générer des requêtes, des tris, des exploitations qui nous seraient inutiles et qui feraient donc tourner les machines, entre guillemets, pour rien. Et concernant le stockage des données, combien de temps elles sont conservées, ces données ? Alors, elles sont conservées le temps de l'exploitation qu'on en fait. Une fois qu'on a exploité ces données, en tout cas les traitements, on ne les conserve pas, ils sont détruits. En quoi la donnée a montré son importance, ou en tout cas a pu aider pendant la crise sanitaire ? Alors la donnée ou l'exploitation des données, elles ont été utiles, effectivement, dans ce contexte si particulier, pour éclairer certaines décisions ou actions du département. En particulier, on a eu, comme tu le sais sans doute, un contexte très difficile de recrudescence des violences intrafamiliales. Donc il y a eu une activité très très soutenue de nos collègues de l'aide sociale à l'enfance, avec la nécessité de trouver des lieux d'accueil, la nécessité aussi de suivre l'état de santé des enfants, parce qu'ils n'ont pas été aussi épargnés, notamment dans les hébergements collectifs par le Covid. Donc on a aidé à travers les données à suivre ces situations. Et puis donc là, je dirais, c'est une utilisation des données, je dirais un peu dans l'immédiateté. Donc on était un peu dans l'urgence de la situation. Après, et j'allais dire au cours des derniers mois, puis encore aujourd'hui, on utilise les données aussi pour essayer de tirer les enseignements de la crise sanitaire, notamment sur les effets du Covid, sur l'accès aux droits des usagers, sur les questions d'augmentation de bénéficiaires, notamment du RSA, qui ont beaucoup augmenté au cours de cette période. Et puis aussi les impacts sur l'économie, puisque l'économie des Yvelines a été aussi assez fortement impactée par la crise sanitaire. Donc voilà les données à différents niveaux, dans différents domaines, dans différentes temporalités, comment elle a pu être et elle est encore utilisée pour pouvoir éclairer la crise sanitaire. J'imagine que l'exploitation de toutes ces données a également un coût. Quel est le budget de ta direction ? Alors le budget de ma direction, hors charge de personnel, on a un budget de 200 000 € en fonctionnement. Alors, ça peut paraître beaucoup en termes d'exploitation de données. En fait, ça recouvre des choses assez diverses. Il y a bien sûr l'acquisition de données, puisqu'on a des données payantes.
On a aussi un budget pour réaliser des études, ou faire réaliser plus exactement des études par des prestataires extérieurs, parce qu'on n'est pas omnicompétent dans tous les sujets. Et puis on a, et ça, moi j'y tiens beaucoup, on a des partenariats avec des organismes de recherche, des institutions. Ces partenariats nous aident à éclairer notre connaissance des territoires. Donc, on a un partenariat, par exemple, avec l'Institut Paris Région, qui est l'agence d'urbanisme de la région de France, donc là, qui nous permet vraiment d'éclairer toutes les dynamiques territoriales des Yvelines. On a un partenariat également avec la chaire d'économie urbaine de l'ESSEC, où là, on travaille avec des groupes d'étudiants qui nous aident à mieux comprendre les dynamiques économiques de nos territoires. On a un partenariat aussi avec la Chambre de commerce et d'industrie Yvelines-Versailles, plutôt là aussi dans le champ économique. Et tout récemment, on a même engagé un nouveau partenariat avec l'INSEE, là aussi pour réaliser des études statistiques, là pour le coup, sur le développement territorial des Yvelines. En investissement, on a un budget de 400 000 € qui est dédié en fait au financement d'études de faisabilité ou d'opportunité pour la réalisation de projets de développement économique ou d'opérations d'investissement en fait, du département, parce qu'on a un département qui est très volontariste sur l'appui au développement économique dans les territoires. Et ce budget d'études sert à objectiver certaines de ces interventions et la faisabilité de certains projets. Jean-Christophe, quel lien ton équipe entretient-elle avec les autres directions? Et comment ce travail de la donnée est-il perçu en interne? Alors ça, c'est une bonne question parce que ma direction, elle est récente. Hein. Elle a été créée en 2019. Donc c'est une direction assez récente et ça va sur des sujets qui peuvent paraître un peu étonnants par rapport au quotidien en fait, des autres directions métiers. On a expliqué effectivement ce qu'on faisait et surtout on a montré ce que ça pouvait apporter aux autres directions. Donc les liens, il y a eu toute une phase un peu d'apprendre à se connaître et de ce que vous pouvez s'enrichir mutuellement parce que nous, on a aussi besoin des directions métiers pour analyser correctement les données. Et donc le lien, maintenant, on se connaît, les liens sont très fréquents au quotidien et maintenant, il y a vraiment un vrai réflexe de nous solliciter quand il y a ce type de questionnement dans les directions métiers, on fait appel à nous et j'en suis très content. Pour nous, l'enjeu, ça a été aussi, dans cette période, un peu de faire connaissance avec nos activités un peu nouvelles, de sensibiliser aussi et d'acculturer les autres directions à cette question de la donnée, de leur expliquer que c'était quand même quelque chose d'important qui pouvait les aider, les nourrir dans leur quotidien ou dans des choix, des fois, qui peuvent être plus stratégiques en termes d'orientation d'une politique publique. Donc ça, on a fait cette explication et cette explication, elle ne peut partir que parce qu'on montre quelle utilisation on fait des données que ces directions créent, parce qu'en fait, elles créent les informations. Sur un plan un peu plus personnel, qu'est-ce qui te motive aujourd'hui dans ton travail? Alors, ce qui me motive aujourd'hui, et à travers les activités de la direction, on a un aspect très transversal. Donc, on est peut-être une des rares directions, il y en a quand même quelques-unes, on n'est pas les seuls, mais une des rares, à être vraiment en lien avec quasiment toutes les directions du département. Donc, on est amené à voir, à évoquer, à travailler sur une diversité de sujets qui est juste incroyable. Et ce positionnement très transversal qui est aussi très, très intéressant, enfin, en tout cas, très motivant. L'autre aspect, c'est qu'on fait un travail technique sur la donnée, sur des territoires, mais toujours pour les politiques publiques. Donc, il y a un sens qui est donné à nos activités et qui, je pense, est aussi très, très important. C'est vraiment, la finalité, ça reste quand même les politiques départementales et l'intérêt général. Moi, à titre plus personnel, il y a aussi cette dimension territoriale, parce que c'est un peu ma formation et mon intérêt. Donc, les territoires des Yvelines sont extrêmement divers. On a un espace rural très grand, on a des grandes villes, des villes patrimoniales, historiques, royales, mais aussi des villes plus industrielles et ouvrières. On a des quartiers politiques de la ville. On a une vallée fluviale, donc des communes qui sont au bord de fleuves. Donc, on a une diversité de territoires qui fait vraiment la diversité, encore une fois, des sujets qu'on est amené à traiter. Et puis sur un plan plus personnel, moi j'ai toujours plaisir à retrouver une équipe où c'est très très agréable de travailler ensemble et d'avoir ce cadre collectif de travail au sein de ma direction, mais aussi avec bien sûr les collègues des autres directions du département. Justement, une autre question, tu as toujours travaillé dans le public, tu as aussi eu un parcours en privé? J'ai eu un parcours assez long dans le parapublic, c'est-à-dire une structure privée, mais qui travaille exclusivement pour des collectivités locales, pour l'État, la région. Donc, je ne peux pas dire que j'ai été vraiment dans du privé pur, mais j'ai été dans une zone un peu grise, on va dire ça comme ça, de structures privées, mais ne travaillant que pour des acteurs publics.
Est-ce qu'il y a une véritable différence entre le privé et le public? Je pense, oui. La différence, évidemment, dans la nature des compétences ou des activités, on va retrouver les mêmes. Par contre, le sens donné va être rigoureusement différent. On œuvre quand même pour les politiques publiques, dans l'intérêt général. Donc, il y a évidemment, il y a cet aspect qui est très, très fort dans les activités qu'on est amené à conduire. Et puis surtout, un autre aspect très important qui nous différencie des acteurs privés, c'est cette continuité. C'est-à-dire qu'on n'intervient pas juste pour faire une prestation et puis on s'en va. On intervient à un moment donné sur un projet ou un sujet et puis on continue à voir et à suivre son développement, sa mise en œuvre, même si on peut être moins impliqué. On va quand même pouvoir le suivre, avoir cette possibilité-là. Donc, quand on est un acteur privé qui intervient, c'est plutôt une activité ponctuelle qui s'arrête quand la prestation est terminée. Maintenant, on a aussi besoin d'acteurs privés parce qu'ils ont une expertise, une expérience et des compétences qu'on n'a pas forcément en totalité dans le public. Donc, c'est aussi enrichissant de travailler avec des acteurs privés. Donc, quelqu'un qui aurait, par exemple, un parcours dans le privé peut complètement rejoindre tes équipes. Bien évidemment. D'ailleurs, dans mon équipe, il y a beaucoup de gens qui étaient auparavant dans le privé et qui, pour tout un tas de raisons, souhaitaient rejoindre le milieu des collectivités locales, donc la sphère publique, pour pouvoir justement souvent pallier un peu cette frustration qu'ils avaient de ne pas voir les suites en fait, de leurs interventions et de pouvoir s'investir peut-être de façon plus importante sur un territoire. Et d'ailleurs, si des auditeurs sont intéressés pour travailler au sein de ton équipe, quels sont les profils et les compétences recherchées? Alors d'abord, on recherche régulièrement des profils, puisqu'une équipe, ça vit, il y a des arrivées, il y a des départs. On a aussi des créations de postes, parce qu'on est une direction qui a développé ses activités, donc on a pu accroître nos effectifs. Donc ça, c'est la première chose. Après, dans les profils, on va dire deux grandes catégories de profils. Le premier profil, ça va être des profils de statisticiens, économètres, qui vont, des pros de la donnée, qui savent la traiter vraiment dans une approche statistique poussée. Deuxième profil dans cette première famille, c'est les géomaticiens. Donc là, ce sont des personnes qui travaillent pour le système d'information géographique, pour le SIG, donc plutôt dans l'analyse spatiale des données. Et puis donc la seconde famille, ce sont les chargés d'études territoriaux. Donc là, ce sont plutôt des personnes qui ont une formation généraliste en fait de l'urbanisme ou de l'aménagement du territoire et qui vont être amenés à traiter des sujets extrêmement variés parce que ça peut être tous les sujets qui touchent au développement des territoires, c'est la population, l'économie, la mobilité, l'habitat, l'environnement, tous ces sujets donc plutôt un profil généraliste. Plus qu'un métier. Si vous avez aimé ce 6e épisode, abonnez-vous à notre podcast sur Encore en cliquant sur l'étoile pour l'ajouter à vos favoris. À bientôt. Plus qu'un métier.